veux jouer avec moi? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des Ludes et des Plumes. On est ensemble en direct jusqu'à 22h. Alors ce soir encore une belle soirée en perspective, j'espère, pour vous qui nous écoutez et pour nous qui allons pas dire trop de bêtises, mais, mais quand même un petit peu. Parce que Jamais. non, C'est jamais. pas notre genre. Non, surtout toi Yann. Donc autour de la table avec moi ce soir, vous l'avez entendu, il y aura Yann. Ça va? Très bien. En forme? Oui, bien en forme. Parfait. Après le week-end, on est reposé, forcément. Oui, tout le monde. Non, Tout c'est le pas monde. ça. Si, c'est ça. Ça se voit aux poches que tu as sous les yeux qui rejoignent celles de ton pantalon. On a aux manettes Damien. Comment ça va, Damien? Ben, ça va très froidement. Ah ouais, j'allais dire, on va là à qui le week-end a profité, mais non, t'es comme nous en fait. L'hiver arrive, ouais. Exactement, pas de spoil. Et autour de la table, avec nous, on a les gérants du magasin Le Bilboquet à Vannes. Je vais vous laisser vous présenter, parce que j'ai même pas demandé vos prénoms en arrivant. On était dans le speed. Alors, je suis Delphine, gérante du Bilboquet. Enchanté Delphine, Voilà, enchantée aussi. merci Content de d'être, merci sur de, Radio. de venir. Et moi c'est Stéphane, mais je suis pas gérant, je suis meuble au Bilboquet. Meuble au Bilboquet. Meuble. Il en faut pour pouvoir ranger les Il en jeux. faut, exactement. Et à défaut de jeu, je crois que toi tu ranges toutes les règles de jeu dans ta tête. Pas mal, oui. Ouais, mais il en faut aussi des J'ai comme ça. pas forcément de grande capacité, mais j'ai celle-là, oui. Donc ici, il est de coutume de commencer l'émission par faire un jeu en direct. Souvent des jeux radiophoniques. Le jeu... Tu vas bien, Alexis? Ah oui, moi ça va. À chaque fois, on t'oublie. Je suis désolé, mais moi, ça Ouais, fait mal au cœur. à chaque C'est fois. parce que je me pose pas la question à moi-même, tu sais, je m'auto-congratule pas. Enfin, si, mais pas quand il y a une vidéo et pas quand les gens sont là. Je fais ça tout seul. Mais oui, ça va bien, ouais. Bon, tant mieux, je suis rassuré. Froidement aussi, fatigué aussi, donc comme tout le monde, donc c'est dans la norme. Donc, je vous l'ai dit ici, on va commencer par faire un jeu. On a la chance d'avoir un partenaire qui nous aide. En fait, tous les ans, on a des partenaires qui nous filent des petits jeux radiophoniques. Et cette année, notre partenaire, c'est le Temple du Jeu. Pour ça, on le remercie avec un petit jingle. Et donc effectivement, vous l'avez compris, un grand merci parce que c'est grâce à lui cette année. Si on peut jouer en direct et si on peut jouer à des jeux comme ce soir par exemple, le jeu qui s'appelle Énigme Absurde. Énigme Absurde, alors c'est pas un tout nouveau jeu, c'est un jeu qui date de 2012, qui a été créé par Fabien Dune et Franz Lejeune. Ils ont travaillé tous les deux sur des jeux comme Question de merde 1 et 2 ou alors Énigme Absurde. Les illustrations, alors il y en a très peu, mais les illustrations sont de Yves Hirschfeld, je voulais le dire, parce que c'était notre invité il y a 15 jours. Donc, oui. C'était bien de le souligner. Voilà. C'est édité par Le Droit de Perdre, à partir de 2 joueurs, à partir de 9 ans. C'est, comme son nom l'indique, c'est un jeu très simple, un petit peu absurde. On pose une question qui peut apporter plusieurs réponses, et on n'est pas là pour trouver la bonne réponse, mais donner une réponse possible. Et c'est, encore une fois, la plus chelou, la plus drôle, la plus extravagante qui l'emporte au bon vouloir de l'arbitre qui a posé la question, quoi. Par exemple, je pose une question, je dis, alors, quand je n'arrive pas à passer par un côté, je passe toujours par l'autre. Voilà. Alors, c'est une question très généraliste, mais dans quelle situation est-ce que ça pourrait arriver? Et là, vous pouvez inventer 1000... Quand la serrure de ma voiture est gelée, quand il fait trop froid, donc j'essaye par l'autre côté. Toujours un côté plus au sud que l'autre. C'est vrai. Sauf quand t'es au pôle. Mais là, t'as pas de bol, quoi. T'as pas de voiture non plus, je crois. Non, t'as un traîneau gelé, un kayak. Moi, je pense, quand je dois me garer ma voiture, il y a un côté qui marche pas, donc je vais de l'autre côté. Je vais trouver ma voiture. Ah. Moi je pense à rien en fait, c'est pour ça que je passe par l'autre côté. Donc, quand j'arrive pas à passer par un côté, je passe toujours par l'autre. Je pense que je vais choisir la réponse de Damien, parce que le Père Noël, on est en pleine période où on va arriver. Voilà. Ça me plaît bien, moi, ça reste D'accord, bucolique. c'est encore un choix complètement subjectif. Et, Ah, pas du tout. T'as entendu sa réponse? C'est vrai qu'elle était bien. Elle était bien. C'est exactement ça. Et en plus c'est le seul qui peut nous couper le son.
C'est ça. Il m'a dit si tu ne le choisis pas, tu parles plus. Alors moi je vais essayer de vous en trouver une sympa. Prends la première qui vient, c'est pas Bon, grave. d'accord. En étant pétris de bonnes intentions, ils ont peut-être tué des millions de personnes. Moi je sais. C'est vachement sympa ça. Moi je sais exactement ce qui s'est passé. Ah ouais? Ouais. Eh ben, tu peux nous le dire parce que... Ouais, mais je sais pas parce qu'on est rediffusé à des heures où il y a plein de gens qui écoutent, tu vois. Ouais. Et moi j'ai des choses qui sont pétries de bonnes intentions, qui finissent souvent avec un petit sourire, voire un petit râle, mais qui tuent des millions de personnes, tu vois. D'accord. Au-dessus d'un lavabo. Ou en caoutchouc. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ok, je vois. Ok. J'ai donné ma réponse. Débrouille-toi Ça y avec est, ça. moi je vois. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, je pense à des scientifiques qui auraient inventé une machine à remonter le temps pour améliorer peut-être quelque chose dans le passé. Manque de bol, ils ont modifié le continuum espace-temps et... Ils n'ont pas inventé le feu. tué des millions de personnes. Ils n'ont pas inventé le feu. Ou pas, ils n'ont pas inventé la roue. Il y a malheureusement une chose qui est véritable, l'invention du téflon qu'on a tous dans nos poêles maintenant, et qui au début a servi à faire des joints pour enrichir de l'uranium. Donc on a vraiment tué des millions de personnes par contre. Ok. C'est Bon, moins c'est drôle, pas je suis drôle, désolé. Non, non, allez. Non mais cette émission est aussi là pour donner des faits historiques et pour que les gens s'instruisent. Et des primes. As-tu une solution à me proposer? Moi, j'aurais plutôt aussi une solution plutôt dans l'espace, parce que en fait, on est toujours de bonnes intentions à vouloir aller sur la Lune ou sur Mars, et puis que ça a l'air de se faire bientôt. Donc, on va dire ça va être de bonnes intentions, mais on ne sait pas trop où ça va nous mener. Genre une guerre interplanétaire entre Mars et la Terre, et il y aurait des Exactement. millions de morts. Ouais, j'ai vu ça Ah, déjà moi. j'adore ça. J'ai vu un reportage à la télé. Mars attaque, tout ça. Attends, tu rigoles toi. Mais c'est sérieux? Ouais, non, mais alors, On va j'aime pouvoir beaucoup vos se réponses. battre Hein. les planètes. C'est ça. J'aime beaucoup vos réponses, mais celle d'Alexis, tu peux la répéter parce que je l'aime vraiment bien. Celle du petit plaisir qui se termine par un râle et qui amène une autosatisfaction et qui, bien souvent au-dessus d'un lavabo ou dans un sopalin, finit par tuer des millions de personnes. C'est ça. Ouais, et ben celle-là, tu l'as pour toi. Ah bah. Ouais, je sais. Alors, une suivante? Une suivante. Alors, ils ne sont pas comme nous, ils sont opprimés et ils veulent quand même la paix. Alors, une question, Alexis, parce qu'il y a des petites annotations en dessous encore. Et ça correspond à des histoires vraies, ça? Non, derrière non, c'est un des exemples de réponses possibles. Si vraiment on est perdu, on se dit ah oui d'accord, c'est ce genre d'histoire qu'on attend, ou si vraiment personne ne trouve, des fois on peut jouer avec des gens qui n'ont pas du tout d'imagination, ce qui peut arriver. Pas d'idée sur ce Voilà, point-là, quoi. ou même des enfants qui au départ, voilà, et ça permet de lancer la chose en disant bah regarde, voilà, ça peut être une histoire comme ci, comme ça. Ce sont des exemples. D'accord. Donc ils sont comme nous, mais opprimés. Ouais. Ils veulent la paix, c'est super gay comme jeu. Eh ben c'est parce que il y a eu un reportage là-dessus aussi, juste après le reportage sur les extraterrestres de Mars Attack. Et en fait, il s'agit des poux. Et les poux sur notre tête, en fait, on passe notre temps à essayer de les détruire parce que on part du principe que ça nous embête, ça nous pollue, ça nous gratte. Mais si on peut les écouter, et il y a un savant qui a inventé un petit micro exprès qui parle le langage des poux. Et en fait, ils nous disent, mais laissez-nous tranquilles, laissez-nous en vie. Et on est en train d'exterminer des gens opprimés qui voudraient que vivre en paix avec nous. T'as pris des médicaments? Alors moi j'ai pas d'idée, donc je pense que le même jour, le journaliste a fait un reportage sur les frelons asiatiques et il disait ah non, qui disait laissez-nous en paix, on veut juste Vivre avec vous. Oui, bah alors moi j'en connais une aussi, parce que ceux qui n'aiment pas le sopalin, si on les écoutait, ils veulent vivre en paix, ils nous veulent même du bien. Alors moi, je sais pas, ça, j'ai pas eu trop d'idées, donc ça m'a fait penser à Stéphane Escher. Donc je pense aux Suisses qui veulent déjeuner en paix, quoi. Ouh, c'est là, elle est mignonne. Alors là, Moi, j'opte pour celle-là. Hein. ah oui, non, Elle oui. est bonne. Hein. Celle-là, elle est bien recherchée. Voilà, ouais. En 2-3 mots, pouf, ils nous volent la vedette, ils volent la carte, ils volent le point. Mais ok, c'était Ouais. c'était bien vu. C'est de bonne guerre. C'est une bonne guerre. Fous-moi la paix. Alors moi, je vais vous parler d'un couple
tout le monde apprécie, mais figurez-vous que eux n'ont jamais souhaité être ensemble. Tout le monde apprécie, Ah, mais ouais. eux n'ont jamais souhaité être ensemble. Ouais. Il s'agit de mon doigt et ton nez. Et chaque fois que je mets mon doigt dans ton nez, ça fait rire tout le monde. Mais c'est vrai que par contre, à chaque fois, je vois que ton nez est gêné, il essaye de repousser mon doigt. Et quand je sors mon doigt, il est tout sale et il n'est pas content. Non, t'as l'utilisation d'une autre énigme comme ça qui passe par la tête de trous dans un pot. Oui, c'est ça, ouais. Et j'ai choisi ton nez parce qu'on est rediffusé des horaires. Alors, tout le monde apprécie. Ah, Moi, je suis perdu dans les people là pour l'instant. Moi aussi, je cherche. Mhm. Mais il y en a beaucoup. Hein. C'est ça. il ne faut pas chercher dans les people. Hein. Justement, voilà, parce que quand on voit Son nez n'est pas très ces connu. la petite histoire, justement, là, il y a écrit pour le coup, personne n'a songé à demander au sel si vous voulez se moquer à ce point avec le poivre et réciproquement. C'est vrai que quand j'ai lu l'énigme, et de suite, j'ai imaginé un couple, mais en fait, non, il faut partir sur. Sur ce que tu veux. Tout Ben, le doigt dans tous les thèmes, quoi. Sur le yin et le yang, on voit bien qu'on essaye de les mélanger mais qu'ils refusent. Et pourtant, qu'est-ce qui nous apporte du bien quand ils sont à l'équilibre? C'est vrai, Wow. c'est vrai. Hein, Je fais ne de la savais philo. pas aussi philosophe et Petite zen. musique zen. C'est ça, toujours, mais toujours. À 20h, 20h15, soit 20h17, il y a toujours une petite note de philosophie dans l'émission. D'habitude, c'est Yann qui l'a fait. Voilà, c'est fini. Mais là, je vois bien Non, là, je suis au pont Alma là, ça va pas là. Ça va pas. Eh ben voilà. Tu pensais à Lady Di et le pont? Ouais, je pense que la Didi et Bah oui. ouais. Mais ça marche. Ça fait mal. Ah oui, mais ça marche. Ok, Ça on peut va être- rester là. Alors, Voilà, aussi. ça peut être ta réponse. Tu m'auras aidé quand même sur ce coup-là. Alors, une proposition. L'homme et la femme, tout simplement aussi. J'avoue que j'aimais bien l'histoire du yin et du yang. Ouais. C'est pour ça que accordé. En fait, au début, je pensais au café crème, mais le yin et le yang, ça le fait bien. C'est clair, c'est clair. Puis ça donne le point alors. En plus. En plus. Mais je trouve que l'exercice est assez malin par rapport à plein de jeux où il faut faire ce genre de démarche. Ça nous amène à. Là, ça oblige à cogiter un petit Ouais, peu, à à essayer cogiter de. tout en étant. C'est soft quoi. Bah, tu peux t'adapter à ton public. C'est ça qui est bien, encore une fois. Tu vois, là, on trouve des choses. Enfin, on jouerait en soirée entre nous. Je pense qu'il y aurait des trucs vachement plus crus que là. On se permettrait plus de choses. Et quand tu es avec des gens que tu connais moins, tu es plus soft. Quand tu es avec des enfants, tu es encore plus soft. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture, ou du moins de lecture. Je voudrais quand même savoir qui m'a refilé cette carte. Le hasard. Ou le hasard, ouais. Le hasard, c'est bien Donc, les quoi choses. C'est quoi Donc la- voilà, Gérard allait sans cesse aux toilettes alors qu'il n'avait pas la colique. Et vous me dites que c'est le hasard. Oui. Mais je sais pourquoi. Moi, tu connais Gérard? Non. C'est le stagiaire. Ah. C'est celui qui est chargé de remplacer les rouleaux de papier toilette vides. D'accord. C'est pour ça qu'il va. C'est pour ça qu'il va toujours aux toilettes. Mais il n'y a pas la colique, mais il est tout le temps fourré aux toilettes. Ah ouais, pas bête. Pas bête du tout là sur ce coup-là. Parce que justement, Gérard est le stagiaire et qu'il fait tous les boulots ingrats, donc il est toujours planqué aux toilettes. Hmm, Parce que là-bas, on n'a pas osé le déranger en fait. quel fainéant ce Gérard. On n'est pas obligé d'avoir la colique en fait. On peut Bah aller non. aux toilettes parce qu'on est constipé. Hein. Oui, c'est ça. On est... Parce Le que yin et le Gérard, yang, encore une fois. Gérard, il a un autre problème aussi. C'est un tueur en série. Chérie, si t'écoutes, c'est pas moi qui ai lancé le sujet. Gérard, c'est un tueur en série. Et il a tué des millions, voire des milliards. D'accord. Donc, Si je dois comparer à ce qui est donné comme réponse en dessous, Ouais. c'était le plus proche. Mais le tueur en série me plaît bien quand même. on sent que tu vas avoir le point. Cool, ouais, 2 points. 2 points. Donc, on a bien vu donc Énigme absurde, effectivement, un petit jeu qui se présente sous un format jeu de cartes traditionnel. Moi, je trouve, justement, par rapport aux autres jeux où on va donner le point en fonction des affinités sur la réponse, de ce qu'on s'est pu marrer, tout ça, il fait plus réfléchir parce que là, on n'a pas 500 cartes et on a la réponse parmi les cartes. Après, à nous d'argumenter, parce que là, on doit créer du début à la fin notre réponse et notre argumentation. Ça fait un peu plus réfléchir. C'est pas, on va dire, Apple to Apple où on a des réponses sous les yeux, tiens, lesquelles je vais choisir.
plus tous les jeux de cartes Against Humanity et tous les dérivés, quoi. C'est vraiment... Oui, ou ta gueule, par exemple, où tu as des propositions qui sont prédéfinies, quoi. Oui, que là, c'est vraiment, t'entends une affirmation, enfin quelque chose, et tu inventes de A à Z ta réponse et le pourquoi cette réponse est valable. Ça se rapprocherait presque plus de celui où il y a les... Je sais plus le nom de ce jeu, pareil, où il y a... C'est bien, c'est utile ça. Pardon ? C'est utile, je dis ça. Comme, Non, mais sur ce jeu, on a essayé dans l'émission, pareil, où il y a des énigmes, mais qui sont totalement... Black Stories. Voilà, Black Stories, voilà, qui sont totalement... Et là, c'est tiré de faits réels, en fait. Je vais dire, bon, Black Stories, j'ai vraiment pas trouvé, donc je vais sortir un truc totalement tiré par les cheveux, parce que certaines, elles sont vraiment introuvables avec les indices qu'ils donnent. Ben là, c'est... Voilà, ça serait énigme absurde. Donc, on le rappelle, un jeu qui est édité par Le Droit de Perdre, qui tient, donc, je le disais, sous un format jeu de cartes traditionnel. Donc, sur chaque carte, il y a 2 propositions, enfin 2 énigmes, on va dire, ce qui fait un petit renouvellement quand même assez conséquent. Puis, comme les réponses ne sont pas données, ça fait que même si on a plusieurs fois la même question avec un autre groupe de joueurs, on peut avoir des réponses totalement différentes. Donc voilà, un petit jeu qu'on peut transporter dans son sac et qui a le mérite d'être malin et efficace. On va faire notre première pause musicale. Alors on fait toujours des musiques en rapport avec des jeux ou en rapport avec des choses qui vont être présentées dans l'émission. Là, on va vous parler d'un jeu tout à l'heure, un petit peu plus tard. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Je vous dis juste que c'est une chanson de The Libertines et que le titre c'est Barbarian. On vient de jouer à Énigme Absurde, on vient de s'écouter Barbarian et maintenant il est temps de retrouver nos invités, Delphine et Stéphane, pour nous parler un petit peu du magasin Le Bilboquet. Est-ce qu'avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé dans le monde du jeu? Parce que je joue. Depuis tout le temps? Depuis très très longtemps, parce que je suis d'origine alsacienne. Et en fait, on est près de l'Allemagne et on a une culture de jeu qui est assez importante. Ouais. Et donc, j'ai toujours joué depuis toute petite avec mes grands-parents, avec mes parents. Et puis, j'ai rencontré une personne, qui est donc une personne avec qui j'ai beaucoup été. Donc, je suis divorcée maintenant, mais du coup, on a monté le magasin à Strasbourg au départ. Et avant même de monter le magasin, en fait, on collectionnait des jeux, et notamment des jeux en bois. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'artisans. Et on avait vraiment envie de pouvoir communiquer, de pouvoir partager notre passion. Et on a commencé par vendre nos propres jeux sur les marchés. Des jeux que vous aviez créés, que vous aviez inventés ou que vous aviez fabriqués? Fabriqués. Achetés, collectionnés. D'accord. Ah oui, c'est ceux que vous aviez possédés, voilà. Pour vous défaire d'une partie de la collection et éventuellement l'agrandir d'un autre côté. Voilà, et puis surtout pour voir aussi si les gens étaient ouverts en fait aux jeux en bois. Et donc c'est parti. Donc c'était axé jeux en bois aussi. Et ça c'était sur Strasbourg. Ouais, sur Strasbourg, ouais. D'accord, donc tous les jeux en bois un peu traditionnels qu'on peut retrouver ici, comme les pastraps ou les choses comme ça, c'est depuis le début, carom essentiellement, billard. Il y avait aussi les premiers jeux comme à Balloon, qui étaient d'abord en bois avant d'être avec des billes tels que vous les connaissez. Voilà. Il y avait tout ce qui est jeux de dames, jeux égyptiens, enfin plein de collections, puissance 4, cascade, suspense. Vous étiez un peu dans le milieu associatif ou c'était complètement indépendant Ah non, complètement indépendant. D'accord. Voilà. Juste pour vous, Juste pour vous faire plaisir. Voilà, exactement. Et toi Stéphane, tu as été aussi joueur depuis... Non, pas depuis longtemps en fait, pas depuis si longtemps que ça. La J'ai semaine toujours dernière, cru que je n'étais pas joueur en fait. Mais pendant très longtemps, parce qu'on m'a fait jouer à des jeux qui ne me convenaient pas. Des jeux anciens, des jeux très connus, voire même parmi les jeux les plus vendus au monde pour certains, mais qui ne me convenaient pas du tout. Et puis capitaliste. Voilà, des jeux capitalistes. Bon, ils vont peut-être nous foutre la paix. Et puis j'ai toujours eu une chance légendaire au dé. Donc les petits chevaux aussi, c'était une énorme douleur pour moi. Donc j'ai fait d'autres choses, j'étais un petit peu rôliste. Alors là, c'est plutôt mes idées bizarres qui ont fait que les autres ne voulaient pas jouer avec moi, mais... Les lancers de dés aussi. Les lancers de dés aussi, ouais. Ce qui fait que je faisais plutôt
MD que joueur à la fin. Et puis j'ai découvert le bilboquet en arrivant à Vannes parce que ça s'appelait le bilboquet et que je sais pas si vous l'avez déjà vu avec des petits objets avec une boule et un bâton en bois à la main, mais j'adore ça. Donc je suis rentré pour voir si par hasard il n'y avait pas un bilboquet que moi je n'avais pas. Et puis ben non, mais par contre il y a des cerfs-volants. Et du coup je suis devenu cerveliste grâce à ce magasin-là. Et au fur et à mesure des années, des salons, des rencontres, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait j'étais joueur, que juste j'avais pas eu les bons jeux en main. C'est ça, il fallait te donner les bons C'est outils. aussi parce que tu avais trouvé l'adversaire. Oui, alors. Cette fois-là, j'avais pas perdu, c'était que j'avais pas compris la règle. Ça Oui, remonte ça, à combien de c'est temps des- cette C'est rencontre toujours mieux comme ça. 25 ans. Et c'est des choses, des fois, il vaut mieux rester sur une victoire. Moi, j'ai un copain qui est de l'époque du lycée. On a fait un bras de fer un jour ensemble et je l'ai battu. Et ben, ça fait 16 ans qu'il veut prendre sa revanche parce que depuis, il s'est un petit peu endurci, on va dire. Et ça fait 16 ans que je refuse et que je reste sur une victoire à son grand désespoir, quoi. Mais, donc, des fois, voilà, il faut rester sur sa victoire et dire non, on refait pas le jeu. Maintenant, même si tu connais les règles, tant pis. Alors nous, on a rejoué hein, quand même. Hein. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que Ça marche toujours avec moi. d'abord, ça marche toujours. Et puis surtout, je ne supporte pas de jouer avec quelqu'un qui n'a pas envie de me battre. Donc j'ai une réputation de sombre saligo dans les jeux de société. Mais c'est plutôt parce que je provoque au début de manière à ce que la personne ait vraiment envie de me battre. D'accord. C'est ça, c'est de l'antipathie, mais en fait, c'est de l'antipathie gentille. Non, c'est de l'antipathie Pour que la là, personne- voilà, si tu veux. Ouais. C'est pour que ça démarre vite. T'aimes pas les gens qui jouent pour la beauté du jeu et le fun. Si, le fun et la beauté, c'est Non, bien. je veux dire, si Mais c'est dans un jeu, pas si la un jeu, personne n'a pas envie de me battre moi, même sans autre enjeu que de me battre, exemple, je ne supporte pas les jeux d'argent. Un jeu dans lequel on a besoin de jouer de l'argent, c'est qu'il n'est pas assez bon. Ah ouais, même un petit poker, un petit truc comme ça. Non, au c'est- poker, je peux jouer au poker sans argent, juste avec des jetons pour le plaisir de gagner. Nous, à l'école, on y jouait, on achetait des sacs de chewing-gum de toutes les couleurs. Vous voyez, les chewing-gums ronds là, qu'on trouve Ouais. beaucoup dans les distributeurs. Ouais. Et puis on les triait, et en fonction de la rareté de certaines couleurs, ils avaient des valeurs différentes. Donc quand tu avais gagné le week-end ou un soir, tu arrivais le lundi matin, tu faisais un sourire bleu à tout le monde, parce que c'était le truc qui valait le plus. Et ça suffisait largement à mon égoïsme, à mon ego, à tout ce que tu veux, Mais je te rejoins, hein, sans y mettre d'argent, quoi. parce que nous, on avait fait les premières parties de poker qui datent de l'époque fin collège, début lycée. Et je me souviens, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de thunes non plus, donc on jouait pas de l'argent. Et on jouait les gâteaux apéro, les choses comme ça, et puis on les bouffait à la fin. Les premières soirées, c'était faites. Oui, c'était quand comme même ça. assez gentil. Hein. Ah oui, bah. Mais t'as gagné, non, comme moi. Oui, c'est ça. Moi, j'avais beaucoup de chance. Il n'y avait pas de dés, donc j'avais beaucoup de gâteaux apéro dans ma besace. Alors, justement, donc, on va revenir vers toi, Delphine. Tu disais premier magasin ouvert à Strasbourg. Oui. Et du coup, après déménagement vers Vannes. C'est ça. Et là, le bilboquet en lui-même, ça date de quand? La création Donc en avril 91, on est arrivé à Vannes. Et puis on a découvert le cerf-volant. Donc c'est pour ça que Stéphane nous parle aussi du cerf-volant. Donc d'abord on est arrivé avec des jeux et des jouets. Donc les gens nous ont regardé un peu bizarre parce que du jouet en bois, il y a 25 ans, c'était plutôt rare. C'était la mode du plastique partout. Oui, même, oui, c'était pas connu en fait. C'était pas dans les mœurs. Par rapport à l'est de la France où dans le bois, ça a toujours été. Alors que maintenant, on en retrouve de plus en plus, parce que on en même trouve. sur Rochefort, ici dans le coin, Voilà, avec les artisans, on retrouve pas mal de exactement. jouets en bois. Exactement. Et puis, donc du coup, on a découvert aussi le cerf-volant, donc ce qui a donné effectivement aussi un magasin de cerf-volant. Et puis on s'est agrandi au fur et à mesure, essentiellement en tout cas sur Vannes pour la partie cerf-volant, beaucoup sur le cerf-volant, et toujours des jeux en bois parce qu'on vendait beaucoup des jeux Corridor, Quarto, Pixo, Quixo, tout cela, ça fait 25 ans qu'ils existent aussi, donc du coup on avait lancé un peu la mode sur ces jeux-là. Version surdimensionnée, version Voilà, ouais. basique, ouais. Exactement. Et puis on avait toujours des choses un petit peu insolites, comme les kaléidoscopes par exemple, qui n'étaient pas très connus aussi dans le temps.
des gadgets, des toupies, des bilboquets, enfin voilà. On aime bien tout ce qui amuse et tout ce qui fait rêver les gens. Il y a de la magie un petit peu dans tout ça, parce que finalement, c'est comme si on rentrait dans la chambre avec plein de jeux partout, mais de qualité, quoi. Finalement, on n'est pas dans ce qu'on peut retrouver en supermarché, on n'est pas dans ces boîtes-là. Non. C'est un petit peu comme si on avait la chance d'ouvrir le grenier de nos grands-parents qui étaient joueurs et qui avaient stocké tous ces jeux des grands-parents soigneux. Alors il devait quand même y avoir un côté Jumanji parce que j'y suis resté depuis 21 ans moi dans ce jeu. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. En rentrant au bibliothèque, j'ai jamais pu en sortir en fait. Il faut que quelqu'un fasse ce double Il faut 6. que quelqu'un fasse sortez-moi. C'est vrai que moi j'étais rentré une fois, par hasard, hein, il y a des années de ça maintenant, mais j'avais découvert en descendant qu'il y avait un espace cerf-volant, quoi. Waouh, ça vraiment, ça émerveille, quoi. Ça coupe un petit peu le souffle. Ouais. Et c'est assez original parce que finalement ça se retrouve pas beaucoup, c'est d'avoir une telle richesse dans certains produits. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi beaucoup des rencontres avec des gens qui fabriquent, qui nous ont aussi fait qu'on s'est développé. Parce que, par exemple, on vend des cerfs-volants qui sont fabriqués aux États-Unis avec des gens qui ont démarré comme nous et puis qui nous ont fait confiance et on a pu les représenter en France et en Europe. Et du coup, ça a effectivement donné beaucoup d'élan à notre entreprise. En même temps, c'était le tout début de la vente par correspondance, parce qu'on faisait des catalogues tous les ans. Et on travaillait sur Minitel à ce moment-là, parce que l'Internet, ça n'existait pas. Et puis après, il y a eu la rencontre aussi de Jean-François, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est la personne qui s'occupe de nos sites Internet. Et c'est lui qui a créé notre premier site en 1997-98. Voilà. Et pour... Pardon, vas-y. C'est ce qui a développé aussi. C'est ce qui a aidé. Site internet ou 97 ou 98, oui, notre premier site internet. Ah oui, donc c'est vraiment. Donc c'est tôt par rapport à l'explosion de l'Internet. Ça me rappelle Tout à fait. qu'on a fait avec M. Fall à TrickTrack. C'est quand même. Donc vous êtes des acteurs qui avaient, je pense, autant sur TrickTrack que le Bitbokeh, qui avaient de suite pris le train en marche dès le. Oui, qui avaient voulu vous servir des outils disponibles. Donc on a aussi, à ce moment-là, on avait un forum, enfin on l'a toujours d'ailleurs, sur le site où il y a tous les cerfs-volants. Et donc l'idée c'était de pouvoir communiquer notre passion et que les gens qui découvrent le cerf-volant puissent dire aussi ce qu'ils en pensent et de pouvoir aussi discuter avec des gens qui font un petit peu de compétition, de pouvoir tout partager. Il y a des messages de 97 sur le forum. Je crois qu'on a dû... Non, je crois pas qu'ils y sont encore, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis le début, en fait. Des gens je pense, des passionnés qui suivent depuis tout le temps. Il y a des échanges, on peut trouver... Enfin, moi qui suis novice en cerf-volant, par exemple, je me dis que j'arrive, j'achète un cerf-volant, je sors, et puis voilà, je le déballe, je le monte. Et est-ce qu'on peut, en plus, avoir un échange du style, je sais pas moi, des gens qui vont donner des astuces en disant, mais non, parce que mets plutôt ta voile comme ci, prends plutôt des tiges. Tout à fait, mais alors si tu as trop de questions, c'est que moi ou d'autres ont mal fait leur boulot, parce que quand même, on doit t'expliquer ça avant que tu t'en ailles. D'accord, ouais, mais là, je suis pas venu. C'est la première chose. Défense. Mais ensuite, il faut savoir que le cerf-volant, c'est quand même une activité qui est répartis au niveau sociologique et géographique de façon assez incroyable. Et donc ce sont des gens qui ne se rencontreraient pas forcément s'il n'y avait pas le forum. Le fait d'avoir le forum permet de donner les lieux, de se donner rendez-vous, de rencontrer des gens au début sur le forum et puis par la suite peut-être sur le terrain. Et effectivement, il faut savoir que le cervoliste est quelqu'un qui adore communiquer son art, communiquer son sport, et puis qui aime beaucoup faire des émules. Mais on voit que c'est des moments, enfin, qu'on se promène par exemple l'été sur les bords des plages, on voit que c'est, il y a une sorte de congrégation là, à un moment, ils se sont donné rendez-vous pour qu'il y en ait autant d'un seul coup, j'imagine. Oui, en fait, ce sont des festivals, festivals à échelle humaine d'ailleurs, on organise ça tous les ans à Penvins sur la presqu'île. Et donc il y a une communauté qui vient d'ailleurs même d'Italie. Italie, Allemagne, Espagne, on a des gens qui se déplacent spécialement pour venir. Là, c'est juste dans un cadre amateur ou c'est aussi dans un cadre
sportif. Enfin, je ne sais pas si on parle de ligue, de fédération après, par rapport à cette discipline. Alors, il y a pardon, vas-y. Vas-y. Bon, il y a de vraies compétitions de cerf-volant, ça existe, que ce soit en cerf-volant acrobatique, que ce soit en cerf-volant de traction. On connaît tous le kitesurf, on en voit sur la plage. Ça, c'est peut-être là-dessus que les médias communiquent le plus parce que c'est assez extraordinaire visuellement. Puis c'est sponsorisé par de grosses maisons. Il y a aussi donc le cerf-volant artistique au niveau acrobatique qui ressemble un peu au patinage artistique si on doit le comparer à quelque chose, où soit une personne, soit deux ou plus vont essayer d'évoluer ensemble et puis de faire des figures extraordinaires. C'est ça, imposé. Comme avec les avions, il y a des figures exactement comme dans une patrouille aérienne, il y a des figures imposées comme dans le patinage artistique, il y a aussi du libre complètement. Et puis après, il y a aussi une activité qui est arrivée plus tard, une pratique qui est arrivée plus tard, qui est le freestyle, donc qui correspond à peu près à ce que les gars font avec un BMX par rapport aux gars qui font le Tour de France, quoi. On fait ce que un cerf-volant n'est pas censé faire, on essaye de lui faire faire. Et on arrive encore à trouver des nouvelles figures ou des nouvelles choses il y a des grands malades qui n'ont pas été tentées. Il y a des grands malades. La technologie évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui technologiquement évolue? Oui, c'est un peu comme la voile en fait. Du coup, au début, quand on a commencé avec le cerf-volant, il y avait des cerfs-volants en bambou avec de la toile classique. Et puis petit à petit, on est arrivé au carbone. Et là, on arrive maintenant, on recherche le poids. Donc le spi, c'est du spi polyester. C'est quelque chose qui ne se déforme pas. Le carbone, c'est plus du carbone simple au niveau tressage, mais carrément du carbone roulé. Enfin, on est dans une technicité un peu comme vous pouvez voir un bateau où on cherche la performance. Et notamment, on cherche la performance aussi sur le poids, parce que de plus en plus de gens veulent voler avec peu de vent ou pas de vent. C'est ce que j'allais dire, c'est un élément important. Si on vient au festival et que ce jour-là, il n'y a pas de vent, et on peut. quand on arrive d'Italie ou d'Allemagne, le fait d'être nombreux, on peut souffler. Puis j'ai acheté des cerfs-volants dans ma vie pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à d'autres, et on était souvent déçus finalement parce qu'il y a eu plein de, il y a plein de produits où finalement ça tient pas la route, quoi. Mais c'est du cerf-volant bas de gamme, sûrement du premier prix. Il y en a, moi aussi j'en ai acheté du premier prix. On monte, on fait une fois, il tombe par terre et puis on se dit c'est cassé. Le cerf-volant, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'une part sur la qualité. Il faut choisir les endroits. Si vous ne choisissez pas quand vous allez acheter du matériel, ici il y a pas mal de matériel électronique, j'imagine que vous allez dans des endroits spécifiques et vous renseignez auprès de personnes qui savent à peu près de quoi elles parlent. On demande à ma mère. Elle connaît très bien. Et dans le cerf-volant, c'est un petit peu pareil. On peut très très bien avoir un cerf-volant qui soit un vrai bon cerf-volant, mais pas du tout adapté à votre niveau aussi. Oui, aussi. Donc, il faut demander, et puis on peut vous proposer des cerfs-volants pas très chers, qui volent très très bien, qui ne vont pas forcément casser du premier coup. D'un autre côté, si vous prenez des barrières ou vous en faites au-dessus des rochers, c'est aussi de votre responsabilité. C'est ça, il y a tout un apprentissage aussi derrière, c'est pas quelque chose il y a un conseil à l'achat, mais on ne laisse pas partir une personne sans lui avoir aussi donné des conseils sur l'utilisation. On essaye de l'orienter aussi sur des lieux où elle pourra rencontrer d'autres cervelistes. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus facile que de se faire donner un petit cours par un cerveliste. Et après, on propose aussi des cours, pour soit de prise en main, ou soit justement pour évoluer. Parce qu'il arrive à un moment donné, si on est tout seul et puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire avec son cerf-volant, c'est bien de se retrouver soit avec d'autres personnes, ou soit apprendre avec un cours. Donc je retiens en gros de tout ça que si on veut bivouaquer dans le sous-sol, on peut se faire donner des cours par un cerveliste. Oui. Il y a un message codé là-dedans Il n'y a pas de contre-pétrie, non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut même te faire une démonstration de cerf-volant dans le sous-sol du bivouac. Alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Rien que Non, ça, c'est je un pense petit cerf-volant. J'ai un petit cerf-volant, mais la démonstration n'est pas énorme non plus. Mais il vole. Incroyable. Et pourtant, il vole. Alors, on va revenir vers vous un petit peu plus tard dans l'émission pour continuer de parler de tout ça, parce que j'ai encore des questions pour vous. Donc, je pense que les auditeurs seraient ravis d'en apprendre un petit peu plus. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, le cerf-volant et le jeu, c'est vraiment... on sait que la plupart des gens qui font du cerf-volant aiment le jeu
et ceux qui aiment bien le jeu vont aussi très facilement au cerf-volant. Donc c'est souvent un lien aussi. Bah, c'est un loisir, ça reste un loisir ludique, Oui. puisque comme on disait, on s'approche du Et social, sport, c'est finalement. quelque part, ouais, mais et avec les figures, avec tout ça, on reste dans le côté un petit peu ludique, je pense. On retrouve dans le cerf-volant la même chose que dans les jeux traditionnels. Il y a des cerfs-volants traditionnels, il y a des activités de cerfs-volants traditionnels à peu près partout dans le monde. Et comme dans les jeux, on va parler de la Wallet ou d'autres jeux qui sont des jeux traditionnels, du backgammon, on se retrouve dans la même famille de joueurs et de servistes. Très bien, merci pour cette précision, Stéphane. Des luttes et des plumes en direct jusqu'à 22h. On vient d'écouter Etu Games qui nous parlait de Hit the Road. Et ça va, nous on l'a présenté il y a 15 jours et on a dit sensiblement les mêmes choses, donc on n'a pas fait trop de bêtises. Là, ça rassure. Ouais. On va continuer justement dans les présentations de jeux. Du coup, on va tenter. Hein, c'est nouveau. Non, je vais vous parler d'un jeu justement. Parler du Tour du Monde en 80 jours, effectivement. Donc la nouvelle réédition du jeu de David Parley. David Parley qui avait fait parler de lui justement en sortant le Hans und Hegel, qui veut dire le lièvre et la tortue à l'époque, qui a été quand même le premier Spiel des Jahres en 79 et qui a sorti il y a plus récemment le jeu AV. C'est aussi un jeu qui a été illustré par Thibaut Prugne et Thomas Vuarchex, qu'on a vraiment besoin de présenter pour les gens qui écoutent l'émission. Thomas, Jungle Speed, Twin It, Skull, Mafia des Cuba, voilà, dans son travail d'illustrateur. C'est un jeu qui est édité par Purple Brain, de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'à peu près 1 heure. Voilà pour la présentation. Alors, le Tour du Monde en 80 jours, Purple Brain, en fait, a sorti Le Lièvre et la Tortue en 2014 dans sa gamme Contes et Jeux. Ce jeu, c'était pas du tout une revisite ou une réédition du jeu de 79, mais une nouvelle version revue totalement de A à Z. Du coup, quand il a fallu retravailler le jeu de 79, comme je l'ai dit, qui était quand même le tout premier Spiel des Jahres, on ne pouvait plus utiliser le nom. Ben non, le lièvre et la tortue, chez Purple Brain, c'était déjà pris. Rien de grave. Justement, Purple Brain avait déjà décidé de sortir une nouvelle gamme de jeux, une collection qu'il appellerait la collection classique. Un classique, reprenant un système de course, et ouais, le Tour du Monde en 80 jours répond à tous ces critères. On a un écrin original, enfin, l'écrin était original, c'est une boîte qui s'ouvre sur le côté, qui coulisse, mais on commence à en voir un petit peu, puisque depuis la sortie des 2 Sherlock chez Space Cowboy, on retrouve la même chose, donc par exemple, l'originalité, ouais, maintenant devient un petit peu récurrente. Mais quand même, le design sur la boîte s'approche des récentes éditions des livres de Jules Verne. On a la même couleur, on a le même graphisme, donc on a quand même un objet qui est très très joli. Pirate Attack aussi et Batawaf, ça saute Paris. C'est vrai. Donc tu vois déjà à l'époque, ça se faisait sur des jeux plus petits. Le jeu se veut simple d'approche. On part de Londres et on parcourt le plateau jusqu'à revenir à Londres. Pour se déplacer, là c'est original, pas de dés. On va nous-mêmes choisir la case où on s'arrête. Ah, facile, hein? Ben, pas forcément, non. Parce qu'en fait, on va utiliser notre argent pour avancer. Alors plus on va parcourir de cases, plus ça va nous coûter. On peut reculer pour récupérer de la thune. Et du coup, le jeu va osciller comme ça entre avance et retour pour alimenter notre porte-monnaie. À la fin, on doit être le premier à Londres, avec au plus 10 livres en poche. Certaines cases vont posséder un bonus qui va nous aider ou non. Par exemple, on a les cases police qui vont nous faire perdre un tour. Pas un bonus, ça. Si, parce qu'elles vont nous débarrasser aussi d'une de nos 3 cartes rumeurs. Et on doit toutes les perdre pour pouvoir gagner le jeu. C'est pas un bonus, quoi. T'es obligé de le faire, quoi. Sinon, Si tu t'arrêtes sur la case, tu n'es pas obligé de t'arrêter sur la case. Mais tu dois te débarrasser, de tes 3 cartes. Ouais. Mais du coup, comme c'est pour tout le monde, il n'y a pas de réel malus. Il y a les cases Reine Victoria aussi, qui vont nous permettre au moment de repartir, soit de repartir normalement, soit de passer un tour pour gagner ou perdre 10 livres, au choix du joueur. On a des cases Paris, qui sont un petit peu risquées, parce qu'en fait, on va parier sur notre position au moment de notre prochain départ. Si la case Paris annonce 3 et qu'on est 3e, le pari est gagné et on gagne de l'argent. Sinon, tant pis. Les cases passe-partout qui vont nous permettre de piocher une ou plusieurs cartes, qui vont nous offrir des bonus ou des malus, elles aussi. On va donc comme ça gérer notre argent tout en surveillant celui des autres. On va prendre des décisions avantageuses pour nous ou simplement pour embêter les autres, espérer que passe-partout nous porte chance. Le jeu n'est pas complexe au niveau du calcul, parce qu'en plus, on possède devant nous une petite carte sur laquelle sont indiquées
tous les prix suivant les cases parcourues. Ça se veut donc un jeu familial par son approche, assez retors pour y jouer entre potes, suffisamment vicieux pour plaire aux joueurs un petit peu hardcore, quoi, et qui reste quand même accessible pour y jouer avec les enfants. Une jolie surprise, à mon sens, que ce tour du monde en 80 jours, donc je le rappelle, chez Purple Brain Édition. Là, normalement, vous devez dire merci Alexis pour cette présentation. Oh, mais de rien, vous savez, je travaille dessus depuis 8 mois et demi. Je ne mange plus, je ne dors plus. Voilà. 8 mois et demi que tu travailles sur le tour du monde en 80 jours. Oui, et que je ne mange plus. Que je ne dors plus non plus. Non, mais c'est un bon petit jeu, hein. C'est vrai qu'on y a joué il n'y a pas longtemps. Après, c'est. Vous avez eu l'occasion d'y jouer, vous? Non, je ne connais pas celui-ci. Non. Non. Il est sorti il y a un mois. Et c'est vrai que c'est, en plus du jeu, l'objet est joli. Je sais que des fois, il y a des boîtes qui sont tape à l'œil ou qui sont juste là, je dirais, pour donner envie d'acheter. Mais là, c'est vraiment un bel objet qui, en plus, mérite... Et là, c'est le premier dans la gamme. C'est le premier dans la gamme classique de Purple Brain. Et donc, à chaque fois, ils vont ressortir des jeux qui ont été déjà édités il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'est classique. Non, je ne sais pas si c'est des jeux qui ont... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'ils travaillent déjà sur Oliver Twist, par exemple. Et je ne sais pas s'ils vont reprendre que des mécaniques existantes. D'ailleurs, avec Oliver Twist, je ne crois pas, puisque c'était un travail avec Bruno Catala notamment. Donc ça doit être soit une réécriture, soit une invention. Mais je pense que la gamme classique se veut juste des histoires en rapport avec des livres classiques, comme ils avaient fait Contes et Jeux en rapport avec les contes. D'accord. Ça répond à ta question? Oui, carrément. Ouais, t'en as d'autres? Oui, aussi. En fait, ça dure combien de temps une partie, à peu près? C'est annoncé 1 heure, et les premières parties peuvent durer un petit peu plus longtemps, parce qu'au départ, on calcule un petit peu, puis on découvre les stratégies. Mais je dirais qu'on reste quand même dans cette gamme-là. Alors, plus on est de joueurs, je sais qu'une partie à 2 a été plus rapide qu'une partie à 4, forcément. Surtout que les 4 joueurs en question étaient des joueurs très, très, très calculateurs. Donc là, ça peut prendre du temps. Mais en moyenne, il faut compter 1 heure, 1 heure et quart de jeu. D'accord. Bon, ça répond, tu vois, à la plupart de mes questions déjà. Ah bah c'est très bien de ne pas être curieux. Donc nous, on va faire notre deuxième pause musicale de l'émission. On va écouter justement Tarmac qui va nous chanter Tordu Tour du Monde. Jusqu'à 22 h, effectivement, ça nous fait encore à peu près 1 heure ensemble. On est qu'à la moitié, ou déjà la moitié, dirait certains. 22 heures et des brouettes, comme on dit par ici. Des brouettes, ouais. Enfin, toi, tu dis ça parce que moi, je parle normalement. Mais vas-y, comment tu dis? Je sais plus, des brettes. Des brettes. Oh là là. C'est l'expression de Séran. Ouais, non, c'est l'expression haïenne. Non, parlons plus. Non, parlons plus. Si, ça va revenir. En fait, pour tout te dire, quand je vais à Strasbourg, quand je rencontre des Alsaciens, je prends l'accent alsacien. Et quand je suis en Bretagne ou que je suis dans ma famille, je prends l'accent breton. Voilà. Bah, fais gaffe parce que maintenant que tu es à côté de Yann et qu'il discute beaucoup, tu diras Brett dans pas longtemps. Moi je dis huit, mais c'est parce que j'ai des ancêtres hamsters. Moi je mange des huîtres. Bon, on n'est pas là pour dire que des conneries. On va revenir vers vous, Delphine et Stéphane, pour parler encore un petit peu du magasin, donc du Bilboquet. D'abord, pourquoi le Bilboquet? Pourquoi ce nom? Est-ce que c'est parce que ça reste un objet en bois? Est-ce que c'était... Parce qu'en fait, on faisait la collection de Bilboquet. D'accord. C'est qu'on était joueurs de Bilboquet. Et puis quand on a ouvert le magasin, il fallait trouver un nom. Et puis ça nous a paru tout à fait évident de l'appeler le Bilboquet. Toi aussi, t'étais... Alors, moi, je suis sûr qu'ils ont appelé ça le Bilboquet pour que je rentre dans ce magasin et que j'y passe 21 ans de ma vie. Ouais, voilà, parce que j'allais dire, tu nous as dit au départ que tu étais rentré en espérant trouver un Bilboquet. Ah oui, moi. Tu étais collectionneur de Bilboquet aussi. Je sais pas si on peut appeler ça collectionneur, je joue avec, donc c'est pas une collection sous une vitrine avec des produits qui ne servent pas, tout comme on pourrait m'appeler collectionneur de jeux, mais non plus. Ce sont des vieilles boîtes toutes pourries, donc oui, parce que ça sert, santé limée, qui tiennent avec des bouts de scotch. Mais Bilboquet, c'est pareil. Ce sont mes Bilboquet. Mais tu disais que tu voulais t'espérer trouver un que tu n'avais pas, parce que sans doute il y a des... Puis un magasin qui s'appelait le Bilboquet, si je sais pas, tu mets un bout de fromage pour une souris, c'est pareil quoi, avec moi. Ah, mais c'est vraiment marrant de se dire que
que voilà, que quelqu'un fan de Bilboquet rencontre quelqu'un fan de Bilboquet. Je me serais pas dit ça possible, mais finalement oui. Alors je sais pas si t'as vu la pub pour Canal là, où ils se foutent de la tronche d'un mec qui fait du Bilboquet super bien, alors que moi j'aurais aimé voir tous les rushs de tournage parce que je trouve tellement ça exceptionnel ce qu'il faisait ce mec là, son Bilboquet. Je regarderai sur internet parce Je que me j'ai suis pas la désabonné de Canal Plus à cause de cette pub. Justement, pour fêter nos 25 ans, donc samedi, on a eu l'autorisation de faire une petite fête sur la place brûlée qui avait été faite sur Vannes. Et donc on a lancé un concours de bilboquet. Et aux surprises, on a eu des sacrés joueurs de bilboquet qui sont venus par hasard faire ce concours. Et voilà, faut relancer ce jeu-là parce que... Alors pour relancer, ça tournait autour de quoi les records, les scores un petit peu des joueurs? En une minute, la personne qui a gagné a fait 22 coups en une minute. Alors lui c'est un peu particulier parce que je venais de lui apprendre à jouer. Ah oui, en plus? Ouais. Et c'est le record. Et c'est le record. Mais c'est la un chance du diaboliste. débutant. C'est un génie. diaboliste Ah ouais. d'exception. Et Il a fait déjà de l'adresse dans les doigts. Il fait du yo-yo, il fait déjà beaucoup de choses. Et j'ai même trouvé ça limite énervant. Parce que je suis pas super adroit. Non. Non, bah, d'abord il m'a pas battu. Que les choses soient claires. Il était trop fort. Je n'ai pas le concours. J'ai réessayé à la maison, j'ai fait 30. Ah, mais tu l'as pas fait devant nous, c'est pas juste. Non, mais Ton record à toi? ça va être 33 ou 34 en une minute, parce que j'ai un copain qui a fait 35 et je suis jamais arrivé à le battre. Il faut toujours rester sur une victoire. Et après, il y a Je d'affilée, raconterai non, l'histoire j'imagine, combien de fois d'affilée Comme on peut réussir à on lancer? démarrait en fait, on s'est dit, voilà, on veut faire quelque chose de sympa pour nos 25 ans. Donc c'était vin chaud et chocolat chaud. Parce que, vin chaud pour les odeurs. Le beurre de cannelle. Voilà, c'est ça, le marché de Noël et tout Exactement. ça. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Et donc on a eu cette idée, bilboquet, le clin d'œil, c'était de faire un concours de bilboquet. Et puis on a eu la chance aussi d'avoir Antoine Rabreau, que vous avez vu Oui. au 24 heures du jeu. Qui Trois Simo, entre autres, Mayala, qui est super bon jeu. C'est un chouette auteur qui sort des chouettes petits jeux pour des chouettes jeux d'ailleurs, pas petits, des chouettes jeux pour les petits. C'est ça. Donc c'est ça. Petit, un peu grand quand même. Et un peu grand. Kunayala, faut l'essayer, vous vous rendrez compte que c'est pas un jeu pour les petits. Alors ouais, moi je me suis arrêté mais... sur Proasimo et Vamos à la Playa. Mais il faudrait que je le... Kunayala, faut absolument essayer. Et donc voilà, donc du coup il y a eu animation de jeu et puis concours de bilboquet. Donc c'était vraiment super sympa. Ah, j'imagine, ça devait donner une bonne ambiance. On avait mis à la minute parce que le nombre de coups successifs pour des gens qui allaient débuter, ça paraissait un peu élitiste comme façon de faire. Plus d'une minute, ça demandait une concentration vraiment importante. Une minute, ça permettait à tout le monde d'y arriver à peu près au moins une fois. Et puis au meilleur de faire des beaux scores. Tout à Il fait. faut savoir que chaque participant avait un petit bilboquet en cadeau à la fin. Donc, le grand gagnant a eu un beau kendama, un kendama géant. Mais les autres ont tous été récompensés et ils ont tous participé à la fête, même sachant qu'ils n'allaient pas gagner le premier lot. C'est la première fois que vous organisez un événement comme ça? C'est la première fois qu'ils ont 25 ans. Voilà, c'est ça, c'est la première fois qu'on a 25 ans. Ouais, mais on a eu 20 ans, 15 ans, 10 ans. Alors on fait des animations quand même assez régulièrement, pas forcément que sur... Enfin, on fait des animations de jeux, mais on fait aussi des animations de loisirs créatifs, d'animation de poupées, ateliers poupées. Enfin, on essaye de donner de l'entrain à notre boutique, que les gens ils viennent pas seulement pour acheter, mais aussi pour découvrir et faire découvrir aussi à leurs enfants ou petits-enfants. Et revenir comme une grande famille, comme on parlait du forum, on parlait de tout ça. Alors j'y suis depuis 21 ans. J'ai vendu des jeux à des gamins sur lesquels je tapais gentiment sur le crâne, qui viennent maintenant me regarder de haut et qui m'amènent leur bébé à eux. Ça fait quelque chose. Ouais, ça doit faire bizarre. De fussoir, tu vois. Bon, je leur demande de se calmer un petit peu quand même, de se mettre à genoux. Que je puisse leur redonner des petites tapes sur la tête. Non, c'est très très plaisant de voir les générations qui, de génération justement en génération, reviennent nous voir et puis nous en parlent surtout, nous disent, parce qu'on ne les reconnaît pas forcément, quand ils ont pris 1m20.
on ne les reconnaît pas forcément, et qui nous parlent justement du plaisir qu'ils ont eu à venir nous voir et du plaisir qu'ils essayent de renouveler avec leurs propres enfants. Ça, c'est le pied, quoi. Ça, c'est- Si on ne fait pas ce boulot-là pour ça, je ne sais pas pourquoi on le fait. Et est-ce que du point de vue de votre boutique, vous trouvez qu'il y a comme ça un peu de regain vers justement un peu cette culture ludique, ces jeux en bois, vers... Oui, beaucoup. Oui. Les gens sont à la recherche de valeurs. Et donc le jouet en bois ou le jeu, c'est justement les ramener à des valeurs sûres, des valeurs morales qui... Proche du terroir, proche, Voilà, enfin, oui, une exactement. fabrication artisanale, des choses... Avec du toucher, avec des sensations et des odeurs aussi. Donc c'est très important. C'est très important pour nous d'ailleurs, parce que bon, si on a un magasin pendant 25 ans, il faut aussi qu'on y trouve aussi du plaisir. Et si on est juste là pour vendre, on ne tiendrait pas le coup. Mais non, c'est Donc clair. le truc, c'est vraiment ça, quoi. C'est de voir ce qu'on peut donner aux gens et de partager. Et ce qui est notre récompense, c'est ce que Stéphane vient de dire, c'est de les voir ramener Pour après revenir, la continuer. régénération pour qu'ils aient aussi cette On sensation. parlait de grandes familles et de convivialité, et c'est de voir que ça prend et que... Moi, C'est mon ça. grand plaisir aussi, c'est de voir des personnes qui n'ont plus tellement l'habitude de jouer et qui viennent au magasin, on les a fait jouer et ils ressortent avec les yeux qui pétillent. Ça, c'est notre plus grande Il y a des gens satisfaction. qui ont plus le temps ou qui ne se le donnent plus ou qui, en grandissant, se disent que finalement le jeu reste un loisir d'enfant. Exactement. On a beaucoup cette réflexion. Oui, alors il y a aussi autre chose, il y a une espèce de petite flemme due à nos vies trépidantes. Et c'est la même chose pour le cerf-volant. Tout à l'heure, je voulais dire que c'est une école de la vie parce qu'on ne fait pas du cerf-volant quand on veut. On doit attendre que les conditions soient bonnes pour en faire. C'est-à-dire que le jour où on n'a pas forcément envie de jouer ou de faire du cerf-volant, on peut se mettre un petit coup de pied au fondement et puis y aller quand même. Et quand on a commencé, en général, on est content de soi. Mais il faut aller chercher la boîte, il faut lever son nez de l'écouteur, de l'écran, de quoi que ce soit qui nous captive et qui est vraiment très agréable, les pieds sur le canapé. Discuter avec quelqu'un en vrai. Il faut aller parler avec des gens. Faut prendre une douche avant. parce que sinon- Non, on se connaît bien quand même, hein, Yann. On n'est pas obligé de tout ça. Bon, alors là, il faut quand même passer aux 24 heures du jeu à 6h ou 7h du matin pour se rendre compte que Voilà, on n'a pas eu le temps. Non, c'est vrai. Le bilboquet à Vannes, c'est pourquoi Vannes? C'est simplement parce que tu habites Vannes ou c'est Non, une étude de en marché fait, qui fait que... Pas du tout. Non, non. En fait, c'est mon frère qui avait une copine qui faisait l'école normale. Et puis, ben voilà, avant d'aller voir mes grands-parents qui habitent à Concarneau, donc on est passé à Vannes le voir. Et puis, franchement, on est tombé amoureux de cette ville. On s'est dit, mais c'est là qu'il faut... Ouais, c'est là qu'on a envie d'aller, quoi. D'accord. Donc on a ouvert cette boutique-là en gardant toujours la boutique à Strasbourg pendant une dizaine d'années. Ah oui. Et puis à un moment donné, on a eu marre d'aller à Alsace. J'arrive. C'est ça, Snatch, tu vois. Snatch version jeu de Prétexte société. à brille, quoi. Il vient de se faire un torticolis. Et il y a combien d'employés au bilboquet? On est à 12 ans. 12? Oui. Ah ouais. Et il y a tellement de trucs différents qu'il faut un spécialiste. Un pour chaque spécialiste produit. pour tout, ouais. C'est pas Voilà. compliqué. Au bilboquet, de toute façon, quand vous venez, il faut savoir que ce qu'on vend, c'est ce qu'on utilise nous, ce qu'on a utilisé pour nos gamins ou ce qu'on aura envie encore d'avoir. C'est toujours comme ça que ça commence. Quelquefois, même, il nous est arrivé d'être un peu trop en avance, d'avoir des produits trop tôt et qui n'avaient pas encore de marché en France ou en Bretagne. Ça s'est quelquefois corrigé, quelquefois d'autres non. C'était un goût qui était peut-être un peu trop personnel. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Au magasin, on choisit les choses, on achète par procuration, si vous voulez. On achète pour le magasin, mais on le fait comme si c'était pour nous. Ouais. Et on regarde Ah, le les but, choses c'est- avec les yeux d'enfant. Faut garder ça. De toute façon, on me traite de gamin, mais c'est dans mon contrat. Je suis obligé, moi. Mais comme on disait, en fait, si c'est de la vente pour de la vente, vous allez vite vous saouler. Et là, 21 ans, on comprend que
si tu vends quelque chose, c'est quelque chose qui te fait plaisir, ou au moins d'en parler. Parce que si ton travail, c'est d'en parler tous les jours. Puis il y a une qualité du conseil, je pense, Oui. derrière. Il y a... Évidemment, cher ami. Mais venez vous rendre compte. Venez Passez, vous rendre compte par passez. vous-même. Monsieur Non, mais avait déjà vu officier aux 24 heures, me semble-t-il. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été impressionné aussi par la qualité du conseil qu'on pouvait trouver. Mais comme tu disais, tu n'étais pas joueur forcément au départ. Ça peut t'aider à avoir une meilleure vision pour aiguiller quelqu'un. Oui, c'est ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de bons jeux, de mauvais jeux. Si on veut réfléchir comme ça, les classements un petit peu au coup près, ça ne fonctionne pas. Il y a des jeux qui vont correspondre à un certain type de personne, et puis l'idée c'est de discuter avec la personne, lui demander déjà avec quoi elle a joué, d'essayer d'estimer sa capacité à supporter une règle plus ou moins compliquée, et puis ensuite de lui faire vivre le jeu. C'est pas tant d'expliquer les règles. Même si on ne connaît pas tous les petits points de détail, de toute façon, on ne peut pas parler de tout. Mais c'est de faire comprendre à la personne ce qui va se passer quand elle va ouvrir la boîte. Qu'il n'y a pas forcément un génie qui va sortir, mais de la partie peut-être. Eh bien, justement, encore une fois, on va revenir vers vous un petit peu plus tard. Parce que nous, on a ça. On a Yann, qui est notre génie de la présentation. Waouh! Ah bah t'as vu, je fais un lancement là, en fonction de l'actualité, tu vois. dis donc. Et justement, là, il va nous parler d'un jeu. Vous avez eu un petit indice tout à l'heure, parce qu'on a passé une chanson qui en parlait un petit peu. Mais bien sûr que je vais te parler de Conan. Et plutôt de fois qu'une, parce que celui-là, on l'a attendu très 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 longtemps quand même. Hein. 2 ans de retard par rapport à ce qui a été annoncé au départ. Parce que, comme tu l'as annoncé, c'était un jeu Kickstarter. Et il a toute une histoire, celui-ci. Hein. Alors, donc, c'est un jeu de Fred Henry, qui est illustré par une ribambelle de talents. Donc on va citer Braum, Nayad, Keikai Kotaki, Xavier Colette, Adrian Smith ou George Klarenko encore. Donc ils sont nombreux à avoir travaillé sur ce projet. Ça a été inspiré de l'histoire racontée par Robert Howard, qui avait écrit une série de nouvelles en 1932 sur un barbare cimérien qui s'est retrouvé orphelin et qui a dû reconquérir un trône voilà, à travers de multiples aventures que l'on va pouvoir revivre à travers ce jeu. C'est édité par Monolith Edition et on peut y jouer à partir de 14 ans. Et ça, c'est pas trop des blagues généralement. Il y a des âges assez larges. Celui-ci, il s'avère quand même un petit peu compliqué, même s'il est simple dans la prise en main. Pour un joueur, il va s'avérer un petit peu compliqué pour quelqu'un qui va pas avoir encore tout à fait 14 ans, enfin voilà, 12 ans, je pense que c'est un minimum, pour vraiment bien prendre la mesure du jeu. Donc ça se joue entre 2 à 5 guerriers à peu près, il faut. Et pour 90 minutes, ça c'est ce qui est marqué sur la boîte, mais il faut complètement relativiser parce qu'une partie peut très bien durer 3 jours. Non, on n'a pas été jusque-là, mais après l'avoir bien exploré, il y a des parties qui vont avoir duré une petite demi-heure, 20 minutes, mais bon, ça c'est un gros coup de peau pour les joueurs et de rien si mal peau pour les overlords. Si je pour t'ai le tué overlord. tout de suite. Et d'autres qui vont durer 3 heures. Il y avait des dés. Donc, Il y avait il y a des des dés. dés. Il y avait Il des faut dés. pas être allergique. Et il y aux avait dés dans ce l'option jeu. Conan peut défoncer les parois qu'il avait zappé. Et bah, Conan a défoncé les parois, il est arrivé direct sur le méchant en évitant toute sa troupe. Et oui, c'est ça aussi l'aventure. Mais Donc t'es un voilà. chevalier d'or, tu fais pas 2 fois la même erreur. Non. D'ailleurs, je me suis rattrapé depuis maintenant, je ne laisse plus personne gagner, je suis complètement injuste, c'est impitoyable. Donc non, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société, c'est un jeu de figurines avec des plateaux, avec plein de belles figurines, avec du matos. Donc là, on va avoir de quoi s'éclater quand même. Hein. La boîte est bien lourde, bien complète. On va pouvoir vivre tout un tas d'aventures parce qu'il y a un fascicule avec des scénarios. Donc ça, c'est quand même assez facile et assez plaisant à prendre en main. Le jeu est simple à prendre en main. On va avoir une mécanique finalement, on va avoir donc sur notre tableau de bord de personnages des petites gemmes que l'on va pouvoir, pendant notre tour, mettre sur les différentes actions et mettre le nombre de gemmes qui va définir notre motivation dans l'action. Si on veut mettre un petit coup d'épée, je vais mettre une petite gemme par exemple. Si je veux mettre un gros coup d'épée, je vais mettre 3 petites gemmes. Et du coup, je vais prendre plus de dés, donc je vais me fatiguer beaucoup plus vite, mais je vais pouvoir prendre plus de dés pour pouvoir tenter de mettre un plus gros coup à mon adversaire. Donc toute la stratégie et toute la finesse finalement de ce jeu-là tient dans sa mécanique qui se veut
qui se veut quand même tirer un petit peu pile poil au ras des pâquerettes, même carrément des fois complètement déséquilibré. On peut se retrouver dans des scénarios qui vont donner plus l'avantage en fait aux joueurs ou plus l'avantage à l'Overlord. Ah oui, ça j'ai oublié de vous expliquer. En fait, quand on va prendre le jeu, il y en a un qui va jouer. Ouais. C'est un jeu asymétrique. Il y en a un qui va jouer le rôle du méchant. Enfin, le méchant, c'est un bien grand mot. Ah, si, quand même, il a toutes les créatures. Quand tu as un dragon ou un serpent géant, tu es un méchant. On ne sait pas. Peut-être qu'il a une bonne intention derrière tout ça. Ouais, c'est vrai. On ignore des fois des choses. C'est vrai. Il ne faut pas juger quand on ne connaît pas le voyage. Ce sont les saboteurs dans Saboteurs qui sont peut-être gentils. Hein. Non mais c'est ça. Mais oui, exactement. Mais oui, peut-être que c'est pour empêcher un truc bien pire. Mais bien sûr, on n'a pas encore tout. Les saboteurs sont solidaires entre eux quand ils gagnent, alors que pas les mineurs. À méditer. Mais les saboteurs sont quand même des salauds, parce que les tournements de mineurs, ça se fait pas. Bon, revenons sur Conan. Donc du coup, c'est un jeu asymétrique de figurines et de plateaux où on va pouvoir vivre des aventures à partir d'un scénario et donc ils vont nous donner toute une trame, finalement, un objectif à atteindre pour pouvoir gagner en un certain nombre de tours qui est aussi défini. Donc on n'est pas dans un jeu de rôle, on est dans un jeu de plateau, vraiment. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que des fois on pourra avoir des attentes, parce que ce jeu, il s'ouvre quand même à l'univers de l'imagination, il s'ouvre à vraiment rentrer dedans, c'est quelque chose de très immersif, c'est même narratif, mais on n'est pas dans un jeu de rôle, on ne peut pas faire n'importe quoi, et toutes les actions qui vont nous passer par la tête. On est quand même limité par un panel d'actions, mais qui est quand même assez large, finalement, oui, tout à fait. parce qu'on peut sauter, escalader, nager, suivant les cartes. Alors donc on a aussi 4 plateaux dans la boîte qui est proposé aujourd'hui en boutique. Et on a 4 plateaux qui sont la taverne, le village Picte, merci, les bateaux et la forteresse. Et la forteresse où on peut faire des prisonniers, etc. Donc ça permet de varier vraiment les maps, varier les parties. Absolument. Et en plus, oui, Damien. De toute façon, on voit ça sur les forums, c'est-à-dire que les gens qui font du jeu de figurines ou de limite escarmouche fabriquent pour beaucoup des décors en 3D ou des décors eux-mêmes. Alors c'est le jeu à 3 millions de dollars quand même. Ouais. C'est le jeu qui a levé 3 300 000 $ sur le Kickstarter. Donc c'est énorme dans les jeux de société. Je pense que c'est la première fois que ça arrivait finalement. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont vraiment qui l'ont attendu, qui se sont investis. Il y a toute une communauté finalement qui s'est montée derrière. Donc on a tout un tas de passionnés qui vont réaliser ce genre de matériel en 3D. Il y a une communauté. Donc ça c'est très riche du jeu. Et on va pouvoir le retrouver dans des salons ou dans des choses comme ça. Après, en ayant découvert le jeu sur un mode relief en 3D et en jouant sur un plateau, ça ne me pose aucun souci pour l'immersion, pour pouvoir le vivre. Non, c'était l'exception qui me faisait découvrir quelque chose de vraiment fantastique. Mais le jeu en lui-même suffit largement pour pouvoir fonctionner très bien et être très immersif. Et je voulais donc, pour un peu terminer ce que j'avais à présenter, oui, c'est vrai que c'était un jeu à 3 millions de dollars. Donc on espère que... Enfin bon, non, je vous en reparlerai plutôt à la fin de la chronique de ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais revenir sur ma petite déception en fait, quand j'ai exploré un petit peu ce jeu. Ça a été le manque de campagne. Il manquait pour moi une cohérence au scénario, à pouvoir s'articuler les uns par rapport aux autres. Après, je me suis dit, moi je vais m'y coller. Donc j'ai essayé, avec les copains on a joué, on a vu que ça marchait un peu, il y a des choses qui ne marchent pas, mais qui sont rétablies. À corriger. Mais très vite, finalement, au bout de 2-3 parties, on peut faire inventer soi-même un scénario qui se tient à peu près la route, qui soit équilibré, et on peut créer soi-même ses campagnes. La difficulté, c'est surtout dans l'équilibrage. Comme tu le disais, comme on a un système de gemmes à utiliser, et que l'Overlord aussi a son système de gemmes, puisque lui... Absolument, il est aussi limité que les joueurs. Voilà, lui a son livre, comment ça s'appelle, le Book of Skull là, Ouais, c'est un plateau finalement en dur, dans lequel on va mettre des tuiles de personnages, et on va pouvoir les articuler suivant le moment où on va les jouer. Plus on va payer de gemmes, plus on pourra articuler des tuiles qui sont loin dans la rivière, ou proches. C'est ça, c'est une petite mécanique qui est propre à l'Overlord. Et donc,
Donc c'est pour ça, là, pour réussir à faire un jeu équilibré, il fallait trouver la bonne répartition des gemmes. Mais chose qui se fait finalement assez facilement. Après avoir joué une bonne quinzaine de parties, on commence à sentir un petit peu le fonctionnement du jeu et on peut rentrer comme ça dans la fabrication, dans le mécanisme de la fabrication d'un scénario et du coup rallonger la durée de vie de son jeu de façon exponentielle, tel qu'un jeu de rôle par exemple. Et comme tu le disais, comme il y a une vraie communauté autour de ce jeu, de toute façon, je pense qu'il y aura une émergence de scénarios en fait déjà existants ou qui vont exister, faits par ces membres de la communauté, quoi. Les gens doivent y travailler. On n'est pas les seuls à avoir eu on y travaille nous-mêmes et donc d'autres y travaillent aussi. Exactement, donc on va plus que nous d'ailleurs. On va retrouver ce genre de choses. En espérant que pour certains, on reste avec une vraie partie, tu vois, un truc où on ressente l'esprit Conan et qu'on fasse pas des parties d'une demi-heure où l'Overlord y perde tout de suite et qu'on soit plus dans une version Calidor, quoi. Tu vois. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui se prête. Alors, c'est pas un jeu de rôle, comme je disais, c'est vraiment un jeu de société, mais il se prête à l'immersion. On vit une aventure, on vit une véritable histoire pendant toute la partie, on est plongé dedans. Même si moi, j'ai vite très envie de déborder et de rajouter plein de choses, un peu comme à l'époque avec HeroQuest, où on avait le même système asymétrique d'un maître du jeu et d'explorateur de héros. Et voilà, et moi, j'étais vite prisonnier des règles et des carcans, et là j'ai envie d'extrapoler aussi, de me servir de la map. Je sais qu'il y a des systèmes de visée, si d'un point à l'autre la ligne de vue peut passer, on peut te toucher, alors que sur les dessins des fois tu es dans une chambre d'hôtel, et voilà, moi j'ai un petit côté... Il y avait beaucoup de questions qui étaient en suspens, ouais. qui ont été corrigées par une version 2 des règles qui donc se trouve dans les boîtes que l'on va trouver en magasin aujourd'hui. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus précis et ça vient corriger beaucoup de lacunes qu'il y avait dans les règles, dans les Kickstarter, dans ceux qui ont reçu les premiers exemplaires. Donc là-dessus, je pense qu'on peut rassurer les gens. Ça reste, de toute façon, reste vraiment assez un clair. point sur le jeu, mais ça ne remettait pas du tout en cause les règles. Hein. Les règles étaient prédéfinies et au niveau du plaisir de jeu, il était réel quand même. Hein. Et en ayant testé, en ayant joué quelques jeux de figurines, je dois avouer que c'est celui qui m'a donné le plus de satisfaction. Après, peut-être qu'il me correspond plus que d'autres, mais c'est celui qui m'a quand même proposé la meilleure aventure, la meilleure immersion, le plus de plaisir à jouer avec mes copains et à réfléchir ensemble pour trouver la solution. C'est celui où tu as fait le plus de parties aussi à suivre. Enfin, je veux dire, c'est celui qui m'a donné envie de rejouer. Dans beaucoup de jeux auxquels on joue, on va passer un paquet, ouais. Il y en a où on fait 1, 2, 3 parties et on se dit ça c'est pas pour nous. Quand on en a fait 15, 20, 25, c'est que clairement oui, le jeu correspond. Après voilà, on est dans une gamme de jeux qui est un petit peu élevée quand même. On est aux alentours des 89-90 €. Donc c'est pas donné, ça se réfléchit quand même comme investissement. C'est pour ça que voilà, c'est vrai que je le trouve vraiment, il fonctionne, il marche bien et il vaut son prix, il vaut son tarif. On peut juste espérer du coup qu'ils fassent la même chose avec leur prochain Kickstarter qu'ils ont lancé là avec Mythic Battle Panthéon, où comme on disait au moment du jingle, il reste 2 jours mais ils sont déjà à 1,5 million pour 80. C'est ça que je voulais dire, merci Alexis. Le jeu... Je suis là pour ça moi. Ouais, c'est ça, Conan a fait 3 300 000, ça a levé des stretch goals complètement énormes, donc du coup ceux qui ont pledgé, c'est-à-dire qui ont participé au financement du jeu, ils ont reçu 2 boîtes au lieu d'une finalement, parce qu'il y avait une tonne de matériel supplémentaire. Il y a encore un autre envoi qui est prévu et qui va arriver un petit peu plus tard. Donc voilà, ça a débloqué une sorte d'avalanche de produits. Et c'est un petit peu le même phénomène qui est en train de se passer pour Mythic Battle. Donc ceux qui ont loupé le train Conan, s'ils ont envie de tenter l'aventure, ils peuvent aller se rattraper avec Mythic Battle. Voilà, et retrouver Conan aussi en boutique. Mais bon, finalement Conan est arrivé chez les gens, donc les mauvaises langues ont fini par se taire puisque le jeu a vu le jour. Et même si, à force de faire des gros jeux avec Mythic Battle, il y aura peut-être du retard, mais au final, il arrivera chez les gens et tout le monde sera content dans 1 an ou 2 ou 3, mais les gens recevront leur boîte et avec une pléiade de figurines. Donc, tout à fait. Donc le contrat sera rempli.
D'éluder des plumes, on est ensemble jusque 22h, donc il n'y a plus beaucoup de temps, mais il y a quand même encore une vingtaine de minutes. Je dis 22h, mais si vous nous écoutez au moment de la rediffusion vendredi, on va parler ça sera très vite pour pouvoir 17h. Exactement. Non, on va passer déjà à une rubrique qui va très vite elle-même, puisque c'est la rubrique En bref. Moi, je vais vous parler dans cette rubrique En bref, cette fois-ci pas d'un jeu en bref, mais d'une extension, de 2 extensions même. Les extensions Chevaux et Diligence et Marshall et Prisonnier pour le jeu Colt Express. Alors, le jeu, c'est un jeu de Christophe Rimbaud, qu'on a vu déjà dans Hacker ou dans Sandwich, qui est illustré par Jordi Valbuena, édité par les Ludonotes pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, voilà, pour des parties d'à peu près 1 heure. Le jeu Colt Express, on l'a déjà présenté, donc là je vais m'attarder vraiment que sur les extensions. Alors dans le jeu de cow-boy qui dévalise un train, Colt Express, on a vu arriver 2 extensions qui sont à mon sens juste énormes. Dans la première qui est sortie l'année dernière, on ajoute des chevaux et une diligence à côté du train, qui vont permettre de nouvelles actions, telles que sauter du wagon sur son cheval, galoper vers l'avant ou l'arrière du train, ou encore sauter sur la diligence pour y prendre en otage les passagers. Et dans la deuxième extension qui vient de sortir, on va pouvoir incarner cette fois-ci pleinement le shérif, nous donnant des objectifs totalement différents de ce qu'on connaît déjà, rendant le jeu un petit peu asymétrique, justement. Et en plus, on gagne à nouveau des nouvelles actions, ainsi qu'un nouveau personnage, puisque le pion du shérif du jeu de base devient personnage à part entière. On peut au choix utiliser le jeu de base seul, ou y intégrer entre 1 et 2 extensions. Tout va se mélanger, tout s'intègre parfaitement pour créer la combinaison parfaite. En plus, si on a la chance de posséder le goodies de L'Oréal, on peut aussi l'intégrer au jeu facilement. Alors voilà, bien que le jeu se suffise à lui-même, les extensions sont tellement bien pensées qu'après les avoir essayées, pour moi, elles en deviennent presque indispensables. Effectivement, Aladdin, nouveau sorti dans la gamme Contes et Jeux chez Purple Brain, un jeu de Thiago Damé, illustré par Rémi Tornior, qu'on a vu dans Cariboucan ou dans Monchot Barjot, et illustré aussi par Denis Zilber, qui lui a plus illustré Black Fleet ou Le Collier de la Reine. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties rapides, à peu près une demi-heure. Alors c'est un stop ou encore avec de la rapidité. Oui, tout à fait, oui. C'est le dernier né, je l'avais dit, de la gamme Contes et Jeux chez Purple Brain, et Aladdin va mélanger agréablement les genres. On va tous explorer une grotte pour y récupérer le plus de trésors, des pierres précieuses ou des bijoux. On possède tous devant nous une petite tuile représentant 3 coffres, un coffre en bronze, un en argent et un en or. Ces coffres sont vides, en fait ils sont évidés, et ils vont nous permettre d'y placer un dé sur la face que l'on veut. On fait cette action de façon cachée, et quand tout le monde est prêt, on révèle son choix en enlevant sa main. Alors la première étape, la rapidité. On doit vite regarder les valeurs des coffres, enfin les valeurs des dés en fait, peu importe leur position. Si on a la même valeur que quelqu'un d'autre, on doit être le premier à taper sur le tas de cartes qui représente les lampes du génie. Si on est le premier, ça va nous permettre de tirer la première carte et d'éventuellement avoir un vœu exaucé. Ben ça c'est simplement un bonus ou un malus qui va venir pimenter le tour en cours. Il y a suffisamment de cartes pour créer une grosse rejouabilité à cette opération. Et ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape du stop ou encore. Lorsque c'est fait, on va regarder enfin les coffres où sont placés les dés. Et si 2 personnes occupent le même coffre, si on a 2 dés dans le bronze, seul celui affichant la valeur la plus faible peut l'emporter. Et ouais, il ne faut pas être trop gourmand, sinon, voilà. Et là, on pourra piocher dans le coffre en question. On peut piocher autant de cartes que la valeur de notre dé. Si on a mis un 4, on va pouvoir piocher 4 cartes. Sur certaines cartes des trésors sont dessinés des scorpions. Ah, et si j'ai autant de scorpions que la valeur de mon dé, eh ben j'ai tout perdu, je laisse toutes mes cartes de côté, elles vont dans la défausse. Du coup, si je mets que des 1, je piocherai sûrement avant les autres. Mais j'aurai peu de trésors et une très forte probabilité de sortir un scorpion. Alors qu'avec un 6, je piocherai moins sûrement, mais j'aurai plus de chances de pouvoir avoir des cartes avant de m'arrêter en pouvant comptabiliser les scorpions. Et cerise sur le gâteau, si je pioche 6 cartes sans perdre avec les scorpions, si j'arrive à piocher mes 6 cartes, je gagne, je prends possession de l'anneau. Tout à fait, je gagne l'anneau qui me donne 5 points à la fin de la partie et qui me permet de prendre une carte dans la défausse. Ça c'est encore dégueulasse, c'est celui qui gagne encore plus. Exactement. Donc voilà, le jeu est simple, fun, drôle. J'y joue avec des potes et on se pouille la gueule en se marrant. Voilà, j'y joue avec mes filles et elles gagnent allègrement sans que je les laisse faire. Voilà. À nouveau, pour moi, contrat rempli chez Purple Brain. On a du familial plus, un travail remarquable sur l'édition.
Moi, celui-là, je conseille ce jeu à tous les possesseurs de sapins le mois prochain. Donc, merci Alexis pour cette présentation de jeu. Oh, de rien, ça fait très bien, ça fait 8 mois et demi que je travaille sur l'émission, alors vous savez, je ne dors plus. Mais le temps passe, effectivement, on s'approche de la fin, on a encore des choses à dire. On va revenir un petit peu vers vous, Delphine et Stéphane, pour continuer à parler du bilboquet. On a vu que dans le magasin, on pouvait trouver beaucoup de choses. On a donc du jeu en bois, on a du bilboquet, on a du cerf-volant, on a des jeux, on a tout ça. Nous, on est une émission qui parlons de jeux de société. Donc je suppose que dans votre magasin, on trouve aussi du jeu de société. Comment en fait vous choisissez les jeux dans le magasin? Est-ce que vous vendez des jeux classiques? Est-ce que vous vendez des coups de cœur? Ou est-ce que vous vendez du hit? Comment vous sélectionnez un petit peu les jeux du magasin? Un peu de tout. Un petit peu de tout. Oui, on vend du hit, forcément aussi. Hein. Ouais. On vend aussi des jeux qui nous plaisent, des jeux en bois aussi. Donc on aime bien le côté classique, Ouais. le côté stratégie. On aime bien les jeux d'adresse. Donc on a développé un rayon où on peut effectivement s'exercer au sous-sol maintenant. Et puis on a, je sais pas, plein de jeux familiaux. Oui, on a beaucoup plus de jeux familiaux en fait. Ouais. Certains dont vous avez parlé ce soir, ce sera moins notre clientèle. On a besoin d'avoir des jeux qui soient quand même un petit peu faciles d'accès, même si certaines fois on ne peut pas s'empêcher d'en avoir un petit peu plus pointu parce que vraiment il nous plaît. Bien sûr. Quand on parlait de coup de cœur tout à l'heure, c'est ça en fait. S'il y a des jeux qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on trouve que vraiment ils méritent, Ouais, vous on a vous en joué privez et pas. que vraiment, ben voilà, il le faut quoi, c'est une référence. On aime bien justement dire à nos clients, ben voilà, là ça c'est un incontournable, il faut l'avoir dans votre armoire ou dans votre ludothèque parce que c'est un Tous les jeux que vous vendez, vous les avez donc testés. Vous avez tout testé, Tout à fait. vous les jouez. Oui, on les joue. Oui. C'est une condition aussi pour pouvoir les vendre. Disons qu'on a dû, pour le moins, avoir une explication un petit peu approfondie et une simili-partie avant de prendre une décision, parce qu'il y a quand même énormément de jeux et on a beau se balader pas mal, je ne sais pas combien de fois par an, on doit se rendre sur des réunions professionnelles, que ce soit à Rennes, à Paris ou autre. Mais après, bon, on est obligé déjà de faire un premier tri en s'imaginant quel jeu pourrait convenir au magasin et à notre clientèle. Puis après, effectivement, il y a ce qu'on aime vraiment, quoi, aussi en plus. Et vous n'avez pas le contre-coup jamais de l'inverse, de gens qui viennent en disant « Oh, je voudrais acheter tel jeu » et vous ne l'avez pas? Voilà. Si, ça nous arrive aussi. Après, on essaie de satisfaire aussi les clients. Donc, Bien sûr, on après, travaille avec tous les éditeurs que vous avez nommés, donc on ne ferme pas la porte. Mais c'est vrai que malheureusement, le magasin a 200 mètres carrés. On aimerait bien que les murs puissent grandir. Se pousser, ouais. Voilà, et là, effectivement, on aurait encore plein de jeux, quoi. On est obligé de faire des choix, malheureusement. C'est évident. Alors moi j'ai deux petites questions en rapport avec ça, justement par rapport à la taille du magasin. Comment vous avez fait rentrer la Google Card pour prendre des photos à 360 degrés dans le magasin? C'était compliqué. Oui. Parce qu'on voit tous les rayons, quoi, donc je sais pas vraiment où est-ce qu'il y a la plus garée, quoi. Ah, c'est un Google Man. Ah d'accord, et il a 8 appareils photo autour de la tête ou il tourne? Il tourne. Il tourne. Eh, Mais on lui demande de venir dans les bah oui, magasins. il fait la toupie. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que j'ai ma deuxième question, on parlait de satisfaction client. Mettons un client qui serait venu avec son fils de 1 an et demi, qui chercherait une toupie, et toupie on appuie dessus, mais l'autre fois il n'y en avait pas. Alors il m'a acheté une petite toupie comme ça, mais ça plaît au père, mais pas forcément au gamin qui ne sait toujours pas le lancer, donc je n'arrive pas d'aller chercher la toupie qui se fracasse contre le mur. Est-ce que vous avez reçu les toupies sur lesquelles on appuie pour que les gens... Oui. Ah, ben, je pense que ce client-là va pouvoir remplacer des très bientôt alors. Mais par contre, on sélectionne à la longueur de barbe à l'entrée. Le gamin peut venir tout seul sur le Malheureusement, les auditeurs ont la caméra braquée vers nous, mais pas braquée vers la régie. Là. Non, bientôt, on y travaille pour justement avoir plus de vidéos. Des verres d'eau ou des petites informations de condition, ils ont plus... Ils ont vu ton dos. Voilà, c'est ça, ils voient plus mon dos qu'autre chose. Remonte ton Non, pantalon la ce prochaine n'est fois. pas le stagiaire. Non, c'est lui qui va changer les rouleaux de PQ. Ouais. Et le fait de travailler avec beaucoup de jeux en bois, en fait, d'en avoir
comme tu disais au départ, c'était une passion, tu les as collectionnés, Oui. tu en as eu beaucoup, tu en as vendu, donc tu en vois passer des mécaniques et plein de choses. Est-ce que tu as eu envie un jour d'essayer d'en créer, soit d'en inventer un, soit d'en créer un toi-même? Non, parce que j'ai pas l'âme d'une créatrice. Je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Je trouve que d'avoir un magasin et de gérer 12 personnes C'est déjà pas mal. et de pouvoir satisfaire le mieux possible les clients, les personnes qui viennent nous voir, c'est déjà beaucoup, quoi. Et je pense que je me satisfais beaucoup comment dire, à être avec les gens qui créent. En fait, on a la chance de beaucoup voir sur des salons, sur des réunions professionnelles, les auteurs, les créateurs. D'en accueillir aussi. D'en accueillir. Et c'est vraiment un grand plaisir, quoi. Un grand plaisir de voir comment ils ont amené leur jeu, comment c'est arrivé, l'illustration, comment c'est fait. Voilà, pour moi, c'est déjà un grand plaisir. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais 12 employés, effectivement. Stéphane a dit, effectivement, il faut beaucoup de monde parce qu'on a beaucoup de choses, il faut des gens qui sont bons en plein de trucs. Est-ce que c'est vraiment pour ça? Est-ce que vous avez des gens pointus à chaque niveau, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se font aussi en amont, des gens qu'on ne voit pas? Non, en fait, il y a les deux. Il y a les personnes qui s'occupent des 2 sites internet. Ouais. Donc là, c'est un gros boulot. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des gens, quand je dis les gens qu'on ne voit pas, Voilà. c'est ça en fait, des gens qui ne sont pas en boutique, mais qui ont une réelle importance. Enfin, s'occuper du site internet, je sais que c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Après, il y a l'administration. Si on veut que ça marche, il faut aussi faire des papiers, Ouais. surtout en ce moment. Et puis, on a aussi, en fait, on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne donne pas nos colis, notre stock est bien dans le magasin, donc quand les gens ils achètent chez nous par internet, et on fait le colis, donc on cherche les produits, on façonne le carton, on envoie après, on donne au transporteur, donc tout ça, ça fait travailler du monde, voilà. Et puis on a effectivement plusieurs vendeurs qui ont des spécificités, donc et ça s'est fait au fil du temps parce que les personnes qui arrivent dans le magasin n'ont pas forcément une formation spéciale et on voit que là ils se sentent bien dans tel milieu et puis du coup on essaye de les motiver pour aller un peu plus loin, pour connaître encore plus les produits, qu'ils aient les contacts avec les fabricants, etc. Et puis après, une fois qu'on a une personne qui connaît son sujet, Oui. qu'on vient dans le magasin parce qu'on sait qu'on va y trouver, enfin je reprends l'exemple du cerf-volant, on va y trouver les produits qu'il nous faut, les conseils, et on finit par connaître la personne aussi, on est rassuré aussi d'avoir affaire à cette même personne. Tout à fait. Et les autres personnes sont un petit peu touche à tout aussi, un peu comme toi Stéphane, ou tu es le seul à... Non, on est tous un peu touche à tout de toute Ouais. façon. On a tous une connaissance du monde de l'enfance, soit expérimentale par le fait d'avoir eu des enfants, soit familiale, soit par des études. Donc ça, on connaît tous assez bien le monde de l'enfance. Après, évidemment, il y a des parties qui sont beaucoup plus techniques. Donc, si je prends un détail qu'on vend beaucoup en ce moment, le yo-yo, j'en suis aussi un des principaux spécialistes au magasin. Et il y a des produits qui sont très techniques. Donc, sans avoir pratiqué, c'est difficile de se rendre compte. Dans un jeu de société, on peut dire je m'amuse ou je ne m'amuse pas. Avec un produit qui demande des compétences particulières ou de l'entraînement, c'est un petit peu différent. On ne peut pas dire ça c'est bien ou c'est pas bien. Il faut essayer, ou alors il faut avoir les connaissances nécessaires pour se rendre compte de l'intérêt du produit. Donc on est obligatoirement il y a toujours quelqu'un qui va être plus ou moins pointu sur un produit dans le magasin, ça c'est vrai. Après, pas parce qu'ils sont dans les bureaux qu'ils ne jouent pas avec nous le midi. Hein. Non, je me doute. Ouais. Donc on a bien compris que le magasin c'était... C'est des passionnés, quoi. Voilà, des passionnés, que c'était, on l'a dit tout à l'heure, comme un grenier avec plein de choses, comme une caverne d'Ali Baba. Il y a moyen, pour le plaisir ludique, d'y trouver à peu près tout ce que l'on veut. Est-ce que vous pouvez rappeler vite fait l'adresse du magasin pour les gens qui, comme on est en période de Noël, je me doute qu'il y a des gens qui vont se dire vite, il faut aller faire les cadeaux. Alors le magasin du centre-ville, parce qu'en fait il y a 2 boutiques.
Donc il y a la boutique du centre-ville qui est vraiment dédiée aux jeux de société, jouets et un petit peu donc au cerf-volant familial. Il se trouve à côté de la cathédrale, rue Saint-Guénaël, et à côté d'une belle place aussi qui s'appelle la place Brûlée, à côté de la porte prison si vous n'arrivez pas trop à situer Vannes. Sinon vous cherchez les bulles, on a dit tout à l'heure, l'ours Voilà, qui c'est souffle ça. les bulles. Alors les drapeaux surtout, les roues colorées qui tournent dehors. Oui. Voilà. Et un site internet pour passer les commandes? Voilà, le site internet c'est billbocquet.com. Et puis donc ce que je voulais dire aussi, on a donc ouvert une deuxième boutique il y a 2 ans qui est dédiée beaucoup à la mobilité urbaine, donc trottinette, draisienne, vélo, etc. avec du cerf-volant. Là du coup vous en avez tout le technique, donc mountain board, skate, longboard, etc. Et donc ce magasin est situé à côté de Decathlon dans la zone de Vannes où il y a Cinéville, Centre Leclerc. D'accord, d'accord. Donc n'hésitez pas, il y a moyen de se faire plaisir aussi bien de manière, donc on l'a dit ludique, que de manière un petit peu plus sportive Oui, avec c'est ça, la sportive et mobilité technique, urbaine. finalement. Donc vous répondez vraiment à toutes les attentes, je trouve. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Delphine. Merci aussi à vous de nous avoir invités et puis c'était vraiment C'est avec super plaisir. sympa. Merci à toi Merci. également, Stéphane, d'être prêté au jeu des questions. Merci aussi à vous. Merci à Damien pour la technique, merci à Yann Bravo, pour la Damien. présentation, Bravo, merci Yann. à Alexis d'être aussi beau. Et on va se quitter parce que malheureusement tout a une fin avec ce que l'on entend en ce moment, sauf la banane, ouais. Avec David Bowie qui va nous chanter The Gin Jenny parce que ça vient de l'album Aladdin Sane.